Bonjour Frédérique Cabat, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice des missions sociales de la Fondation Abbé Pierre, fondation qui a été créée en 1987 pour lutter contre le mal logement. 35 ans plus tard, est-ce que la situation s'est aggravée ou améliorée? On en est où? Alors objectivement, depuis l'appel de l'Abbé Pierre en 1954, la situation s'est nettement améliorée. Les situations de mal logement, d'habitat indigne étaient extrêmement fréquentes et extrêmement puissantes pour les plus pauvres. Depuis 35 ans, ce que nous voyons, c'est une dégradation du socle de solidarité nationale. En fait, des effets de ce qui est organisé par l'État et les collectivités territoriales pour le filet de sécurité, pour protéger les plus précaires et les plus pauvres. Et la crise sanitaire a été très puissante de ce point de vue-là. Elle nous a montré à quel point il y avait des situations de risque de basculement d'une certaine partie de la population française. Et ça veut dire que, peut-être pas vous, mais collectivement, on a pris conscience qu'il y avait des gens qui étaient un peu à la lisière, quoi. C'est-à-dire qui n'étaient pas mal logés, mais qui n'en étaient pas loin, qui étaient en précarité, difficulté à payer les loyers, etc., etc. C'est tout ça qu'on a vu émerger? Tout à fait. Alors il y a deux effets. Il y a l'invisibilité du mal logement. L'habitat indigne en est une, c'est-à-dire on vit dans une maison qui est un taudis. On est pauvre très souvent, parfois on travaille et on vit dans des conditions qui sont inadaptées, parfois sans salle de bain, avec des risques électriques très forts, avec de l'humidité. Et puis il y a ceux qui sont visibles, les personnes sans domicile, 330 000 actuellement, une augmentation de plus de 100% en l'espace de 15 ans, ce qui est un chiffre important, et puis 4,3 millions de personnes très mal logées. Et enfin, il y a les personnes qui vivent dans un logement, mais qui effectivement n'arrivent pas à payer leur loyer, voire n'arrent pas à se nourrir. Donc là, on passe de 4 millions à 12 millions, c'est ça? J'ai vu ce chiffre-là en préparant l'émission, qui, moi, je l'avoue, plutôt surpris. Donc, quand on dit 12 millions de personnes qui sont à la limite, de quoi on parle exactement? Eh bien, on parle de personnes qui n'arrivent pas à payer la note énergétique et qui sont en précarité énergétique parce qu'ils ont froid, parce qu'ils ont trop chaud, du fait de la qualité de leur logement, mais aussi du fait qu'ils n'arrivent pas à payer leur fluide. Et puis, on parle aussi de ceux qui sont en suroccupation, qui sont hébergés chez la famille, chez un tiers, et donc qui suroccupent un logement. Et enfin, on parle de ceux qui n'arrivent plus à payer leur loyer. Parce qu'aujourd'hui, le loyer peut représenter jusqu'à 40 à 50% des ressources du ménage. Et donc, ce que vous nous dites, c'est une situation qui est plutôt en train de s'aggraver, notamment sur le nombre de sans domicile fixe. Ça fait... malheureusement 35 ans que je fais ce métier et heureusement ça me donne un peu d'expérience, mais je pense que chaque président nouvellement élu nous a dit je veux plus voir, ou en campagne nous a dit je veux plus voir de SDF dans la... Enfin, pourquoi ça ne marche jamais? Alors, il y a deux phénomènes de notre point de vue. Le premier, c'est un arrêt quand même de la production de logements très social, qui est la réponse pour les plus précaires et les plus pauvres. Et ça, c'est un vrai problème depuis une dizaine d'années. Un ralentissement, voire un arrêt actuellement, y compris les promoteurs se mettent à alerter sur le risque de fin de production du logement. Un deuxième phénomène qui est des choix de société, des choix politiques. À un moment donné, c'est un investissement très très fort. Et puis certainement un troisième, de représentation. Une personne qui est pauvre, une personne qui a été en errance, du point de vue global, du point de vue général de la société civile, ne pourrait pas accéder à un logement. Pour la Fondation Abbé Pierre, le logement, c'est la première pierre à l'édifice du projet de vie. Si on n'a pas de logement, on ne peut pas se construire, on ne peut pas être en sécurité et on ne peut pas se projeter. Oui, et vous parlez de logement très social. On connaît le logement social. C'est quoi le logement très social? Le logement très social, c'est un logement qui laisse un reste pour vivre aux plus précaires, confortable, qui leur permet de vivre au quotidien, d'acheter leur alimentation, de payer leur fluide. Alors en ce moment, c'est très compliqué parce qu'il y a des hausses assez importantes sur... Donc payer leur fluide, on est d'accord, c'est l'énergie. Électricité, énergie, gaz, eau. Et qui leur permet d'avoir une vie digne, une vie décente. La dignité, c'est la qualité du logement, mais c'est aussi se sentir citoyen à part entière. Et ça veut dire que vous accompagnez des programmes soit de construction, soit de réhabilitation, c'est ça? Alors, je travaille avec une équipe de 30 personnes aujourd'hui. Nous instruisons la possibilité de produire à peu près entre 600 et 800 logements par an. Et nous nous appuyons sur le réemploi. C'est-à-dire que nous utilisons soit des logements dégradés, soit des bâtiments qui n'étaient pas destinés au logement que nous réhabilitons, alors souvent parfois dans des petites communes, parfois dans des grandes communes, et nous produisons un logement qui permet un loyer très bas et à ceux qui sont les plus précaires de pouvoir habiter dans des conditions dignes, dans du beau et aussi dans des logements qui ne sont pas énergivores et qui leur permet d'avoir une note d'énergie qui soit la plus faible possible. Oui, alors effectivement, ça c'est un élément important. Vous nous l'avez dit, la lutte contre
la précarité énergétique, mais aussi la rénovation de logements. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux autour du diagnostic de performance énergétique. Oui. Est-ce que... Alors, il y a deux façons de lire cette réforme. Dire, c'est super, il y a des immeubles insalubres qui vont disparaître du marché, qui vont être rénovés. Puis il y a une autre lecture qui consiste à dire, il y a des propriétaires qui ne vont pas le faire. Parce qu'ils vont se dire ça coûte trop cher, et donc des logements qui vont sortir du marché de la location. Comment vous réagissez face à ça? Alors, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de ne pas envisager la question de la lutte contre le mal logement et de la rénovation thermique en dehors de l'accompagnement de la société. Ça s'accompagne. On ne peut pas juste dire on va traiter le bâti. Ouais. En fait, c'est une nouvelle manière de vivre, c'est une nouvelle manière de regarder son logement, c'est une nouvelle manière de partager aussi. Et la question de l'écologie est appuyée sur des fondamentaux aussi humains et sociaux. C'est-à-dire que ça implique une relation particulière, ça implique un engagement particulier à faire de ce bien commun un bien qui ne soit pas énergivore et qui ne pèse pas pour les générations futures. Ouais. Mais est-ce que vous sentez déjà poindre ce risque de voir je repose un peu la même question, mais de voir des appartements sortir du marché? Oui, bien sûr, nous le voyons. Nous le voyons parce qu'effectivement, la politique publique est extrêmement axée sur la question du bâti, et c'est une bonne chose. Si elle ne s'axe pas également sur l'accompagnement, et un accompagnement renforcé et des propriétaires et des personnes en situation de précarité, il y a des propriétaires occupants pauvres et précaires aujourd'hui. Il faut les accompagner et il faut mieux les accompagner. Vous parliez de l'effet de la crise Covid. Je voudrais qu'on se concentre un peu sur la jeunesse. Est-ce qu'il y a eu de plus en plus de jeunes en précarité en matière de logement ou en précarité énergétique dont on parlait? Il me semble aujourd'hui que la crise Covid a fait un effet de révélation. C'était une révélation d'une situation qui était déjà ancienne et déjà ancrée. La précarité chez les plus jeunes, chez les étudiants, est manifestement active et très forte et très puissante. À tel point qu'au moment de la crise Covid, nous avons été alertés par des syndicats étudiants et des associations que nous soutenons. Nous en soutenons 650 par an, autour de 900 projets à peu près. Et c'est grâce à ce réseau-là que nous avons pu être alertés très très vite sur des situations d'étudiants qui, dès la fin du mois de mars, étaient isolés dans leurs 9 mètres carrés, n'avaient plus rien à manger, n'avaient plus accès à l'eau parfois, et que c'était, pour nous, ça a été une révélation de la précarité des étudiants. Donc la jeunesse, elle est en précarité, nous le savons. 25% des personnes qui sont à la rue ont moins de 25 ans. Très souvent, elles ont eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance, donc elles sont déjà stigmatisées, et pourtant 25% des personnes à la rue travaillent, parfois sont en CDI. Donc il y a un décalage de réponse sociale qui nous interroge et qui renforce la situation de la jeunesse, qui doit être aidée absolument. Qu'est-ce que vous mettez en place spécifiquement pour la jeunesse à la Fondation Abbé Pierre? Alors aujourd'hui, nous aidons à construire, à réhabiliter et à proposer des offres de logement qui correspondent à la situation de la jeunesse. Ça, c'est pour la partie plutôt foyer de jeunes travailleurs, par exemple. Mais nous aidons aussi à accompagner des structures, des associations qui proposent une réponse aux sortants de l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sortent de l'ASE, aide sociale à l'enfance, à 18 ans et un jour sans rien, et qui basculent directement dans la rue. Notre idée, c'est d'accompagner des associations, soutenir financièrement des associations pour tout de suite leur proposer un logement, pour ne pas qu'ils aient de parcours de rue et pour essayer de les accompagner vers l'emploi, bien sûr, parce que l'emploi, c'est aussi la possibilité de payer son logement. Un mot, il nous reste une minute, d'innovation sociale. Ça fait partie des leviers qu'active la Fondation. Est-ce que vous en avez une en tête à partager avec nous? Oui, aujourd'hui, on travaille sur des programmes d'habitat participatif. Nous partons de l'expertise des plus pauvres, des plus précaires, pour construire le logement de demain, qui correspond à la fois à leurs rêves, dans la mesure du possible, mais surtout à leurs besoins. Et co-construire, c'est compliqué, parce que quand on n'est pas avec des experts du logement en France, c'est très difficile. Et en même temps, c'est la clé quand même d'une reconnaissance et d'une lutte contre les représentations de la pauvreté. Merci beaucoup Frédéric Kaba, et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat avec un binôme d'entrepreneurs pour la planète.